Bonjour, bienvenue au replay de notre webinaire EIDAS 2.0 et le wallet européen. Je m'appelle Charline, je suis responsable du marketing chez QuickSign et notre invité exclusif aujourd'hui, c'est Ahmed Boussadia qui est le CISO de QuickSign, Chief Information Security Officer. Ahmed a l'habitude de prendre la parole sur les sujets de conformité, cybersécurité, EIDAS et ISO 27001. Et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qu'on avait déjà abordé il y a 2 ans. On avait déjà fait un webinaire sur ce sujet-là, sur eIDAS. À l'époque, on s'en souvient, les contours, opérationnels d'eIDAS 2.0 restaient relativement flous. Ça pouvait même susciter une certaine, inquiétude. Aujourd'hui, la réglementation, elle est passée du statut justement de concept théorique à celui de standard opérationnel. Donc c'est ce qu'on va explorer ensemble. Le but des EIDAS 2.0, c'est de clarifier les règles de l'entrée en relation pour les services financiers. Nous, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on va rester pour ce webinaire, puisqu'on s'adresse à vous en tant que QuickSign, spécialiste de l'onboarding digital pour les services financiers en Europe. Première question pour vous lancer. Depuis quand la signature électronique est-elle autorisée en Europe? 1991, 1999, 2002 ou 2006? Je vous laisse répondre au sondage. Alors, tu nous parlais du résultat du sondage réponse 1999. 99, tout à fait. Donc la signature électronique qui est autorisée comme preuve, comme la signature manuscrite. Depuis, il y a eu IDAS V1 en 2014 et maintenant on est à IDAS V2 et donc on va voir un peu les nouveautés. Exactement. Alors, du coup, on va passer assez vite sur ce rappel. Je propose qu'on avance un petit peu plus vite. Là, je voulais juste très brièvement, tu nous donnes les différences entre la version 1 d'eIDAS et la version 2. Donc, si on Ok. s'arrête sur eIDAS, quelle était... Donc IDAS V1, c'était l'avantage, c'est l'harmonisation des moyens techniques pour la signature électronique et il y avait la vérification d'identité était déportée sur chaque pays pour décider. Et IDAS V2, comme on va le voir, ça va surtout apporter de l'harmonisation, notamment avec les concepts de wallet d'identité qui vont permettre d'avoir une identité numérique certifiée par l'État et qu'on va pouvoir utiliser pour aller faire un KYC très rapide, et uniformisation également des méthodes de vérification d'identité qui étaient avant au niveau des pays. Très clair. Alors, si on revient sur cette notion de wallet, qui est vraiment nouvelle avec EIDAS 2.0, donc le wallet, on va parler du wallet européen. Vous nous excuserez, on ne va pas utiliser EUD wallet tout le webinaire parce que c'est un petit peu long à prononcer. C'est European Digital Identity Identity Wallet. Wallet, tout à Voilà, si fait. tu peux nous réexpliquer le... Donc, le but du wallet, il faut voir ça comme si vous avez une application mobile dans laquelle vous avez votre carte d'identité qui est numérique à l'intérieur de votre application. Cette application, elle est certifiée, elle a des normes techniques qui fait qu'il y a de la sécurité qui est très avancée. Ce que ça va apporter, c'est un KYC automatisé, c'est-à-dire on va pas demander l'upload d'une pièce d'identité, on va demander juste la vérification des informations en se connectant au wallet. Donc, d'un point de vue technique, en fait, c'est une connexion à une API et une autorisation d'accès. Donc, c'est des usages qui sont déjà assez répandus hein, en Europe, la notion de wallet. Euh, Quels on sont va, les avantages justement qui sont attendus? Quelle est la promesse derrière ce wallet très c'est concrètement? la baisse totale du risque de la fraude, parce qu'on va avoir une identité qui est basée sur la carte d'identité délivrée par un officier de l'état civil. Donc en gros, hein, c'est l'État qui va venir donner et mettre cette identité dans le wallet. Donc il n'y aura plus les vérifications, biométrie à faire. C'est aussi le fait de pouvoir l'utiliser pour plusieurs services, hein, que ce soit pour l'accès par exemple au site des impôts ou bien pour les banques. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Il y avait le permis de conduire Voilà, on aussi. peut avoir d'autres, effectivement, dans le wallet, il n'y a pas que l'identité, on se focus sur l'identité, mais il y a d'autres pièces justificatives qu'on peut avoir. Donc le permis de conduire, la carte grise, voire même les documents comme un justificatif de domicile, potentiellement, voire d'autres justificatifs, le diplôme d'université. Voilà, c'est un peu le but, c'est de dire on met tout dans un endroit, certifier l'intégralité de ce qu'on pourrait avoir Et tu besoin dans la remplaces un vie. portefeuille physique en Et fait, tu finalement. remplaces un portefeuille physique. euh, donc, tu remplaces un portefeuille physique par un portefeuille numérique qui est facile d'accès par un service en ligne. Deuxième question, petit sondage, justement pour parler timeline, parce que là, Tout à fait. on s'y perdait un petit peu. Je vous le publie tout de suite. À partir de quelle date les banques auront-elles l'obligation légale d'accepter tous les wallets européens? Il y a des pièges, évidemment. Est-ce que c'est le 24 décembre 2027, 24 décembre 2026, 15 mai 2026, 15 mai 2027?
Là, je vois que vous êtes en train de répondre. Il y a une grande majorité qui se dessine pour le 24 décembre 2027. Ah, les gens sont bien informés, évidemment. Donc C'est ça. effectivement, c'est important de rappeler donc les échéances. En fait, officiellement là, dans le protocole, il faut une notification de chaque État d'un wallet, pour l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas de notification. Les États ont jusqu'au 24 décembre 2026 pour en notifier un. Donc tous les États, donc les 27 États. Ensuite, 1 an plus tard, il y a une obligation d'accepter l'identité qui est dans ce wallet pour pouvoir notamment faire un KYC bancaire. Donc, je précise, hein, c'est l'obligation d'utiliser le système authentification parce qu'il y a d'autres fonctionnalités dans le wallet, mais c'est la partie authentification, la partie identité qui fait l'objet de cette obligation. Très clair. Et alors, il y a une norme dont on n'a pas encore parlé. On l'a pas mise sur les slides, Tout à mais tu fait. m'en as beaucoup parlé quand on a préparé, c'est la norme TS 119 461. 161. Donc celle-là, elle est très importante et il y a une autre timeline associée à ça. Cette norme, en fait, c'est celle qui vient mettre à pied d'égalité toutes les pratiques de vérification d'identité à distance dans le cadre où on n'a pas de wallet, enfin, que ce soit un wallet ou pas. Donc avant, c'était les pays qui décidaient du framework de sécurité associé à la vérification d'identité. Maintenant, c'est la même chose pour tous et cette norme un peu barbare, qui s'appelle TS 119-461, c'est cette norme qui va s'appliquer. OK. Et alors, j'ai une autre question pour vous, parce que pareil, tu me disais que la Commission européenne avait fixé un objectif assez élevé pour le fameux usage de ce wallet. Donc avant qu'on vous révèle l'objectif, je vous ai donné un indice, je vous ai dit que c'était élevé. Mais j'ai une autre question pour vous. Voilà, donc c'est Donc, est-ce que l'objectif fixé par la Commission européenne concernant le wallet, c'est que 80 des citoyens doivent l'utiliser pour accéder aux services publics essentiels d'ici 2030? Est-ce que c'est 90 d'ici 2030 ou est-ce que c'est 80 d'ici 2035? alors, Attends donc un on peu parce qu'ils sont attend en train de voter. tout à fait, parce qu'il y a des nuances importantes effectivement à Ouais, apporter. il y a une majorité qui se dessine pour la première réponse, 80 des citoyens qui doivent utiliser le wallet d'ici 2030. 2030. Alors, utiliser en fait, le vrai objectif, C'est la bonne réponse. c'est être équipé d'un wallet européen, qui est très différent de De l'utilisation. l'utiliser. Ah oui, Justement, pardon, c'est voilà, l'équipement. mais c'est très bien que tu en parles parce que, aujourd'hui, donc en gros, la commission pour pouvoir c'est un objectif, donc il y a pas un but, légal, obligation. Donc le but, c'est que chacun, 80 de citoyens en Europe aient une application. En gros, ça va être une application, il n'y a rien qui dit que ça doit être une application, mais le wallet européen sera des applications sur le mobile avec sa pièce d'identité dedans au moins. Ce sera jamais obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, enfin pas à ma connaissance, donc on pourra toujours, avoir de toute façon on pourra toujours avoir sa carte d'identité, standard. Là, en fait, c'est un équipement est différent de l'usage. C'est-à-dire, nous, comme on le verra, hein, on pense que, l'usage, va arriver, l'usage de l'utilisation du wallet, notamment pour la pièce d'identité va arriver, mais on sera, pour moi, ma vision, c'est que dans 10-15 ans, on sera habitué à l'utiliser, que ce soit pour aller sur le site des impôts, je pense que c'est un use case assez, qui va se développer facilement, ou bien pour le KYC bancaire. Mais pour l'instant, ça parle que d'équipement, Ça pas parle que d'usage. d'équipement, ouais. Alors justement, je vous projette, la frise chronologique dont je vous parlais au départ, sur ce calendrier wallet européen. Donc c'est exactement tout ce qu'on vient de se dire, l'ensemble des échéances. Ça commence en mai 2024 avec la publication des eIDAS 2.0 et donc ça va jusqu'à cette fameuse ambition de la commission, 2030, Tout à fait. Voilà, voilà. donc mai 2024 la publication et parce que ça a été signé et application donc en mai 2026. Donc en gros, ça rentre en vigueur, en application totale à partir du 21 mai 2026. On a aussi dessiné le calendrier, TS 119 461 si tu veux le commenter Oui, rapidement? alors là, vous pouvez me dire, bah, il y a écrit publication d'eIDAS 2021, vous me dites que 2024 et pourtant il y a des dates jusqu'en août 2027. Alors, c'est un calendrier en fait, à l'intérieur, étant donné que, la façon dont ça a été structuré, c'est que dans la loi eIDAS le règlement, pardon, il y a eu des obligations
de faire des règlements d'exécution, donc qui sont des, on va dire, des sous-chapitres du règlement, on va dire, enfin, comme ça, qui définissent leur propre, timeline pour pouvoir, appliquer, ces différentes lois. Il y en a eu un sur le wallet, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup et il y en a un spécifique sur les modalités de vérification d'identité. Donc et dans ce règlement, il y a la TS 19461 qui est explicitement citée, avec une obligation de conformité et qui va rentrer de façon définitive en vigueur en août 2027. C'est-à-dire qu'en août 2027, tout le monde sera obligé d'être certifié TS 19461 pour faire de la vérification d'identité à distance. OK. On a 2 questions, dans l'audience. Alors juste avant de passer à la partie, expérience, retour terrain concret, heu, une question de Pierre: «La démarche d'obtention de ce wallet pour un particulier serait-elle obligatoire?» Non, C'est un peu la question que je te non. posais, tout à l'heure. L'utilisateur pourra-t-il choisir les applicatifs qui auront accès à ce wallet? Oui, donc là, c'est par un système d'autorisation. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà connecté, hein, sur un site avec du Google ou avec, du Facebook. Derrière, il y a une première étape, c'est quelles sont les informations que vous souhaitez partager avec le site tiers. Donc, par exemple, on va imaginer une banque, il va y avoir un bouton «Se connecter» avec, le wallet français, France Identité et là, il va y avoir une notification pour s'authentifier et dire voilà le site, donc des impôts, enfin le site, de la banque, je souhaite accéder nom, prénom, heu, ville de naissance et cetera et cetera et là il y aura, j'accepte ou je refuse. OK, Voilà, donc c'est ça qui permet de maîtriser. Il y a aussi une meilleure maîtrise des données qu'on partage. bien Voilà, sûr. donc d'un point de vue respect de la vie privée, c'est bien mieux et il y a une minimisation des données qui sont collectées et une fiabilisation, hein. C'est vraiment le vrai enjeu, c'est la fiabilisation et la certification des données où il y a plus de ressaisie, plein de tous ces problèmes liés à des mauvaises lectures de CR et cetera. On a une deuxième question de Frédéric: «Avec ce wallet, où sont stockés les documents?» Alors ça, c'est, la partie attestation, elle n'est pas encore sèche sur la partie les stations des attributs, c'est ce qu'on appelle. Donc en fait, il y a des émetteurs qui vont venir, pousser ces éléments, su et il y aura des autorités qui vont pouvoir en fait hem, les, heu, les hoster. Donc en fait, tout ne enfin, il y a eu étant donné qu'il y a quelqu'un qui émet, donc la donnée, elle va être à 2 endroits, quoi, l'émetteur et puis, le wallet. Mais ça, c'est encore un peu flou, on verra. Pour nous, c'est encore un peu flou, et surtout, au niveau de l'usage, on est encore un peu loin sur, ce qu'on pourrait comment l'utilisateur pourra utiliser, ces différentes attestations d'attributs. J'espère que ça répond à vos questions. Je propose qu'on passe dans la deuxième Ouais, partie, de ce webinaire. Donc, là, on a posé les bases, on est revenu sur toutes les différentes notions, sur la timeline. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est concrètement qu'est-ce qui s'est passé, en fait, depuis 2024, depuis qu'on entend parler de IDAS 2.0. Nous, QuickSign, avec nos clients, les services financiers, on a vu, déjà des choses se mettre en place. Concrètement, je vous le disais, sur la signature électronique, l'e-sign, ce qu'on appelle mmh. l'e-sign, sur la vérification d'identité, ce qu'on appelle e-ID. Et en fait, le premier impact, qu'on mesure, c'est ce que tu disais, c'est cette harmonisation, en fait. Donc qu'est-ce qu'on entend concrètement? Ça veut dire quoi harmonisation, Ahmed? Donc Comment ça se matérialise, en fait? voilà. Alors, pour prendre un peu de recul, hein, pour expliquer pourquoi cette harmonisation, en 99, donc c'était une directive, qui autorisait la signature électronique et entre 99 et 2014, tous les pays de l'Union européenne ont développé leur propre, méthodologie de signature électronique. En eIDAS V1, il a pris ce constat et a dit: «En fait, pour que ce soit interopérable, pour que tous les pays de l'UE puissent, utiliser le même système, il faut avoir en gros des normes techniques, fiables et partagées avec tout le territoire». Donc les formats de signature électronique a été partagé. Mais on était encore pas très évolué au niveau de la vérification d'identité et les technologies n'étaient pas là aussi pour faire de la vérification d'identité en ligne fiable. Donc sur eIDAS V1, il y a eu, voilà, chaque pays disait: «Vous décidez ce que vous faites au niveau de la vérification d'identité». Il s'est passé la même chose avec la vérification d'identité, un fractionnement des pratiques de vérification d'identité entre, à partir de eIDAS V1 et là, eIDAS V2, le but de dire: «OK, maintenant on sait à peu près ce que c'est la vérification d'identité, on connaît, les différentes normes techniques, on connaît les risques, on connaît ce qui pourrait, sécuriser tout ça. On met une norme Ouais. partout qui est la même, la TS 19464». Alors si on prend un premier exemple sur la vérification d'identité e-ID justement, il me Ouais, semble qu'il y avait des pratiques juste tout à fait. différentes entre l'Allemagne, la France
et des D'autres. pays, comme l'Italie et l'Espagne. Si on peut revenir peut-être sur les différences et comme ça, on Voilà. rentre tout de suite dans le concret. Tout à fait. Donc là, par exemple, en Allemagne, c'est la BaFin, qui décide de quels sont les différents moyens de vérification d'identité pour faire une ouverture de compte. C'est important là-bas, on y reviendra par rapport au fait qu'il y avait une obligation de l'utilisation de la signature qualifiée, qui imposait une méthode de vérification d'identité à distance un peu plus rigoureuse et en fait, ils ont fait leur propre framework de sécurité. La France, on a eu le PVID, donc le PVID, ça, c'est un framework qui est public de vérification d'identité qui est extrêmement exigeant, avec un niveau d'exigence qui, voilà, qui permet de sécuriser le plus possible la vérification d'identité. Et nous, quand on a constaté sur l'application, en tout cas au niveau de l'ouverture de compte en banque, on a vu que ça n'a pas été adopté par le secteur bancaire pour faire l'ouverture de compte en banque. A contrario, on va avoir des pays comme par exemple l'Italie, dans lesquels les pratiques en fait de vérification d'identité pour émettre un certificat qualifié, elles ressemblaient plus à nos pratiques à nous pour faire de la signature avancée. Et Mmh. donc là, on va avoir un niveau d'exigence bien plus bas, il faut le dire, qui fait que, bah, on va avoir, on a eu vraiment un gap entre, les pratiques françaises ou allemandes versus les pratiques, italiennes et aussi en Espagne, hein, c'est à peu près ils ont aussi leur propre framework, légal, hein, qui est assez plaque, qui fait que voilà, il y a eu un peu des distorsions, des façons Mmh. de faire qui sont très différentes. Alors nous et là, je ne cite qu'un sous-ensemble de tout ce qui se passe en Europe parce Bien que sûr. je précise, on est 27, donc chacun potentiellement a créé son propre, D'où framework. l'intérêt de IDAS, Voilà, 2.0. Du coup, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a une espèce de in between entre ces pratiques, allemandes, françaises et plutôt les tout à pratiques italiennes, tout à espagnoles? fait. Oui, tout à fait, il y a eu, une bétume qui a été faite, donc le constat, c'est qu'il fallait harmoniser, Ouais, hem et pour faire un marché unique, hein, c'est le but, de l'Union européenne. Pour faire ça, en fait, l'ANSSI a été très, avait porté un peu, le PVD, a essayé de le mettre partout. Donc là, il y a eu des négociations. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même une augmentation significative du niveau des exigences sur la vérification d'identité par rapport au framework, qu'il soit espagnol ou italien. Mais en d'accord. même temps, l'ANSSI a été obligé de faire quelques concessions, notamment sur des exigences comme le SecNumCloud, qui impose voilà, des exigences très élevées sur l'hébergement cloud en l'occurrence. Et du coup, oui, on est sur un in-between, mais le plus important, je pense, c'est de dire que maintenant tout le monde a accepté, voilà, parce qu'il y a la loi, Oui, que cette norme s'applique et on est tous sur le même niveau d'exigence partout en OK. Europe. Et Donc c'est pas vraiment un assouplissement, mais c'est plutôt comme tu dis, c'est du pragmatisme, en fait, voilà, finalement. voilà, alors dans la norme, il y a plusieurs, et s'il y a peut-être la TS 11461, il y a plusieurs niveaux acceptés de vérification d'identité, une élevée et une, baseline, c'est appelé ça baseline. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne va plus y avoir enfin, c'est l'harmonisation déjà, Ouais, voilà. ouais, ouais. Il y a plus de: «Ah mais en Italie on fait ci, donc on va passer par les Donc Italiens». ça, c'était pour l'EID, donc la Mmh. vérification d'identité. Maintenant, si on parle de la signature électronique. Alors, tout à fait, la signature. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que EIDAS V1, ça a apporté un peu le fait que le format de la signature était accepté partout. Donc, dans le marché consumer, bah, c'est un PDF signé. Voilà. Mais en fait, la signature électronique, elle est intrinsèquement liée à la vérification d'identité. C'est-à-dire, il faut vérifier une identité d'une certaine manière pour émettre soit un certificat qualifié, soit un certificat avancé. Un certificat qualifié, pour rappel, c'est le fait d'émettre un certificat qualifié, ça permet d'avoir, ou une signature qualifiée, permet d'avoir une présomption, de fiabilité par défaut, c'est-à-dire que, on passe par un service qui est certifié, qui a des audits tous les 2 ans, ce qui fait que, bah, devant un juge, on dit: «Bah, je suis passé devant un service certifié, j'ai que ça comme preuve à émettre», donc c'est la personne qui est plaignante qui va venir prouver qu'elle n'a pas signé électroniquement. Ouais, Exactement la même c'est chose la que quand charge on de a la l'esprit. preuve. La charge de la preuve, elle est inversée. Pour l'avancée, c'est l'inverse, étant donné qu'il y a pas de besoin, d'audit, c'est que du déclaratif. Il y a pas de méthode. Il y a des exigences au niveau de vérification d'identité, mais elles sont beaucoup moins normées que la signature, électronique. Ce qui fait que on va être obligé, s'il y a un plaignant qui va devant un juge qui dit: «Je n'ai pas signé», il faut prouver que le service qui a amené la signature électronique a bien vérifié l'identité, collecté les pièces et que alors dans le cadre de la banque, il est bien en conformité avec les lois anti-blanchiment.
Voilà, donc c'est un peu, ces 2 choses-là et là, alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, du coup, il y a des éléments là qui sont bougés plutôt du côté du secteur bancaire, donc la réglementation bancaire. Alors je vais parler de l'Allemagne, Oui, potentiellement. je voulais qu'on y revienne, tu Voilà, l'as mentionné tout à l'heure, ouais. exactement. C'est maintenant que tu fais ton quiz ou pas? On On l'attend pour peut après? Tu veux le lancer juste après si tu veux? Bah, OK, tu non, peux. donc je ne donne pas, je ne dévoile pas, mais globalement, on est sur un assouplissement entre, avant, il y avait une obligation d'utiliser la signature qualifiée pour pouvoir, faire du crédit et en fait, là, on constate que, une loi a été votée octobre 2025 qui autorise la signature avancée globalement pour faire du crédit. Deuxièmement, je pourrais citer l'exemple de la Pologne, dans lequel ils étaient très, très stricts sur l'utilisation de la signature qualifiée dans le cadre du leasing, par exemple. Ouais. Et en fait, ils ont un projet d'assouplissement des règles, plutôt B2B. Donc, c'est pas tout à fait lié, en fait, à eIDAS, mais on constate qu'il y a un assouplissement qui fait que, ah bah, ils veulent passer à la signature avancée pour être, entre guillemets, un peu plus libre sur les workflows qu'ils mettent en place. Ce qu'on peut aussi, on peut voir, hein, aussi également, en Italie, hein, sur lequel on a pas mal, de clients. En Italie, il y a la signature qualifiée, vraiment, elle est beaucoup utilisée et en fait, là, on est en train de brancher, on avait un projet pour brancher un client, sur la signature, avec eux. Hem Et en fait, ils avaient des pratiques de signature qualifiée dans lesquelles ils voulaient avoir la maîtrise totale de la vérification d'identité. Sauf que bon, alors, oui, sur EDS V1 ça marchait, mais on leur a fait comprendre qu'avec EDS V2, bah, soit ils étaient certifiés TS 119 et 161 pour faire de la vérification d'identité et pour émettre un certificat qualifié, soit ils pouvaient pas ou soit ils nous donnaient à nous cette partie. Enfin là, ils avaient une complexité qui fait qu'en fait, techniquement, ils pouvaient pas enlever la vérification d'identité. Donc ce qu'ils ont fait, en accord avec leur partie juridique, c'est qu'ils ont dit: «Bah, en fait, on va plus faire de la qualifiée, on va faire de On l'avancée». va faire de l'avancée, Donc ouais. là, ce qu'on constate, en fait, là, sur la signature, ça reste la signature. C'est les mêmes formats techniques, mais on a une convergence vers l'utilisation de la signature avancée un peu partout en Europe. On Mmh. voit cette On tendance. voit cette tendance, Voilà, ouais. donc pour plusieurs raisons, mais globalement, là, il y a une convergence entre, Ouais. la réglementation bancaire qui autorise la signature avancée et les règles de eIDAS. C'est là que je balance mon petit quiz. Ah! Voilà, Voilà. c'était mon idée ce quiz, donc Oui. voilà. Et alors cette question me pose, des difficultés parce que je ne parle pas allemand. Voilà, Alors moi non moi plus, j'ai fait espagnol voilà. Moi non plus, donc mais je je suis vais vous allé laisser voilà. Quel est le principal changement juridique permettant de simplifier l'ouverture de compte à distance en Allemagne? Et alors, donc voilà, c'est cadeau. celle-là, c'est cadeau, voilà. Je suis allé regarder un peu pour comprendre le code civil, allemand. Heureusement qu'on a des outils avancés, effectivement, moi non plus, j'ai fait espagnol, Ah voilà. donc il m'en restait ça. Donc alors qu'est-ce qui se dessine? Ah, vous allez m'obliger à le prononcer. Le Ah, passage de la je Schriftform ne sais pas comment on le prononce. vers la La textform, Textform. voilà, Ouais, c'est ça qui se dessine exactement. et c'est la bonne réponse? Exactement. Bah, oui, en fait, dans le code civil allemand, en fait, il disait que pour faire du crédit, globalement, il fallait en gros, une signature manuscrite ou équivalent et ailleurs, il y a écrit, ce qui est strictement équivalent à la signature manuscrite, c'est la signature qualifiée. Ce qui fait qu'il y avait tu étais obligé de faire de la signature qualifiée, quel que soit le contexte de vérification d'identité pour du crédit. Et donc là, c'est cette équivalence stricte, a sauté en octobre 2025 OK. en Allemagne. Donc là, on a bien compris, je crois, par l'exemple, cette notion d'harmonisation qui entoure eIDAS 2.0. En fait, il y a une deuxième notion, une deuxième conséquence, un deuxième impact principal pour nous sur les parcours d'onboarding qu'on Oui, voulait aborder, c'est cette notion, cette promesse de l'automatisation. Et en fait, là, on est obligé de reparler du wallet européen. tout à fait. C'est ça qui est Donc induit et cette technologie NFC aussi. tout à fait. Donc l'automatisation, en fait, c'est cadré dans la TS 119 461. Soit c'est en passant par le wallet. Donc là, les usages, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des équivalents wallet, qu'on a connectés, c'est que 2 du flux, hein, que ce Tu soit parles là de l'identité Itsme. numérique La Poste et de Ouais, voilà, Itsme exactement. Donc ou l'usage Speed est en vraiment Italie. pas là. Ouais. Par contre, il y a un autre cas, d'usage, qu'on voit et qu'on pense qu'il va beaucoup émerger, c'est l'utilisation des nouvelles cartes d'identité avec du NFC. Alors, j'ai une question. Ah, une petite Encore question. une question, donc faut pas que tu spoil. Je spoil pas, je spoil pas. Et après, je crois qu'il y a plus de questions, donc après, c'est fini.
publier le sondage. Justement, en fait, on voulait votre opinion avant qu'Ahmed explique ça. Que va apporter le NFC dans le cadre de l'onboarding digital? Si on vous donne toutes les réponses, c'est un peu facile. Est-ce que ça va augmenter la portée de détection du smartphone? Est-ce que ça va charger la batterie du téléphone de l'utilisateur pendant qu'il scanne ses documents? Est-ce que ça va automatiser la saisie des données et sécuriser l'authentification de la pièce d'identité? Ou est-ce que ça va supprimer carrément le besoin d'une connexion Internet pour réaliser l'ouverture d'un compte? Alors, verdict? Je crois que cette question était un petit peu facile. C'était un petit peu facile. Non, mais très bien, exactement. Le but du NFC, donc les nouvelles cartes d'identité, hein, ça ne marche pas avec les anciennes, sont équipées de conteneurs sécurisés à l'intérieur dans lequel l'État va venir mettre les données d'information de l'état civil qui sont certifiées, c'est-à-dire elles sont infalsifiables, ce qui permet de collecter les données qui sont directement bonnes. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas besoin de mettre des OCR, ah ben, le nom, prénom, le nom de jeune fille, ah non, il a oublié de. Voilà, Mmh. toutes les boucles compliquées qu'on voit Ouais, au quotidien avec nos clients qui prennent beaucoup de temps, là où il y a beaucoup d'erreurs, elles sont supprimées. bien sûr. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est super pour l'automatisation et surtout aussi pour la fiabilité parce que c'est des données certifiées. Ensuite, il y a la partie usage. On peut se dire, est-ce que nous, on regarde aussi beaucoup par rapport aux usages, est-ce que les utilisateurs ont l'habitude d'avoir ça? A priori, je pense que le fait d'avoir une carte d'identité dans sa poche et un smartphone dans sa poche, c'est aussi quelque chose qui est assez utilisé. Donc, le fait de scanner et utiliser le NFC, notamment grâce à des paiements, c'est quelque chose qui est assez un usage qui est assez développé. Donc Assez le fait naturel maintenant, ouais. exactement naturel, donc le fait de pouvoir, utiliser la carte d'identité et son smartphone pour récupérer ces données et ensuite faire une petite session liveness, pour pouvoir, vérifier que, on est bien en face du possesseur de cette carte. C'est un use case qui est cadré par la TS 119 461 et qui va apporter de l'automatisation. C'est-à-dire dans tous les cas OK, ben, on passe automatiquement. Donc ça pour nous, d'un point de vue usage, c'est un usage qui est concret, qui est assez déjà adopté par, le consommateur et donc Mmh. qui va permettre une facilitation de l'onboarding pour, les services financiers. Et ce que tu me disais quand on préparait, c'est que pour toi, la vraie révolution du NFC, du wallet, européen, si je prends un peu plus de recul, c'est tu me parlais de la notion de self-onboarding, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça la vraie Le révolution? le but, voilà, le but, c'est que l'utilisateur puisse lui-même déjà, il maîtrise ses données, il va les donner aux services financiers et ensuite il va se self-onboarder et aussi, l'autre promesse, c'est que ce self-onboarding va venir avec un niveau de confiance extrêmement élevé de la Mmh. donnée parce que c'est des données certifiées. Soit on passe, en passant par un tiers qui a une certification et qui a des audits, tous les 2 ans et en plus, les données, elles sont directement émises par l'État. Donc, on ne peut pas être entre guillemets «plus fiable» que ces données-là. Donc Je ça, c'est t'arrête parce qu'on a 2 questions avant de passer à la suite. Une question d'Anthony. Quid des use case strong customer authentification décrits dans les requirements TS12? En tant que secteur bancaire, on est obligé d'être compliant pour les 3 use cases PSD2. Les requirements techniques TS12 sont très spécifiques. alors je ne maîtrise pas alors pour PSD2, je ne maîtrise pas, spécifiquement, ce use case, je ne sais pas, donc je suis désolé, je ne peux pas répondre, OK, ça marche. on regardera peut-être en Ouais, offline, ouais. bien sûr, on peut regarder plus tard et revenir, vers vous, Anthony, si on a la réponse. Une question de Michel: quid du marché belge? Est-ce que vous voyez également une évolution de la signature qualifiée vers l'avancée, certainement pour les crédits à la consommation? Alors aujourd'hui, non, j'ai pas vu, en tout cas, sur nos clients belges, l'utilisation de la signature qualifiée reste, hégémonique. Donc, mais par contre, on a déjà l'usage de plateformes comme It's Me, hein, où on voit que sur le coup, c'est beaucoup plus utilisé qu'un peu dans le reste de l'Europe. Donc, j'ai un sens et en plus, la carte d'identité belge, elle est déjà depuis longtemps, contrairement à nous qui sommes très, très jeunes sur la partie, pièce d'identité, Oui, pas encore voilà. mature, Voilà, on ouais. n'est pas très mature Mmh, alors que les Belges, ça fait depuis très longtemps, qu'ils ont cette pièce d'identité avec une ouais. carte à puce à l'intérieur. Donc je pense que c'est, sur le marché belge, il y avait déjà des usages que nous, on n'a pas en Mmh, France. Mais bon, mais là, nous, chez nos clients, on voit pas heu, d'accord. on voit pas non. Moi, je voulais t'interroger, Ahmed, sur les défis, en fait, qui entourent, ce wallet européen, parce qu'on comprend très bien les promesses, on comprend bien l'intérêt. On voit bien comment ça peut, révolutionner, notamment l'onboarding digital, mais aussi, une partie de la vie des citoyens Mmh. européens. Enfin, c'est quand même un outil, qui a l'air formidable. Quels sont les défis? Alors les défis, c'est en fait, on l'a évoqué tout à l'heure avec une des questions là, c'est, ah bah, les attestations. Autre chose que la pièce d'identité,
Donc aujourd'hui, hein, par exemple, si on prend le compte de la France, on a dedans, on va avoir, ce sera France Identité, c'est pas encore mutuel, ce sera France Identité. C'est fait par une agence qui est contrôlée par le ministère de l'Intérieur. Donc en fait, c'est tous les use cases du ministère de l'Intérieur qui vont s'appliquer. Donc en fait, c'est pièce d'identité, il y aura le permis et il y aura la carte grise. Donc, OK, voilà. Mais par contre, après, le but de tout ça, c'est d'avoir aussi, par exemple, un justificatif de domicile. Donc EDF qui va venir mettre son justificatif à l'intérieur. ouais, Hem Et le truc, c'est que on n'utilise pas, nous, en tant que consommateurs, on n'utilise pas tous les jours, hein, non, voilà. Donc ouais, est-ce que, déjà enfin, il y a un flou, en tout cas pour moi, c'est pas encore, clair de comment est-ce que ça va se faire pour pouvoir tout le temps mettre à jour, ces justificatifs, qu'ils soient toujours disponibles et que quand on en a besoin pour faire une ouverture de compte en banque, qui est pas tous les 4 matins, qu'il soit à jour et qu'on l'upload. Parce que si c'est pas à jour, on va être obligé de d'accord. refaire, l'opération. Donc il y a la question de la validité de tous La ces validité, attributs, voilà, c'est ça, et aussi l'usage. C'est surtout, pour moi, c'est surtout l'usage. C'est-à-dire, idéalement, c'est le wallet notifié qu'on va utiliser avec notre carte d'identité qui va être utilisé avec ça. Mais en fait, si c'est pas le cas, il faudrait installer une deuxième application. On va oui, avoir, donc tu voilà, pourrais avoir plusieurs wallets, c'est potentiellement dans ta possible OK, si rien ne bloque le fait qu'il y ait plusieurs wallets. Mais d'un point de vue usage, alors je connais pas très bien les stats, je pense que tu les connais mieux que moi, mais on utilise, enfin, le fait d'installer une application et de l'utiliser, enfin, c'est pas quelque chose qui est, notre usage des applications oui, est assez limité. oui, c'est sûr. Voilà, et en plus, si c'est uniquement pour le faire, 1 fois tous les, X années, juste, aller ouvrir un compte en banque, bon, aller télécharger un justificatif de domicile chez EDF, c'est voilà. Donc il y a ce défi-là. Il y a On aussi s celui de l'intégration. Tu parles de L'intégration, tout 27, à fait. API, c'est Donc, quoi 27 alors, wallets, oui, alors, c'est un défi sans être un défi, en fait. On va avoir, parce qu'en fait, déjà, ça utilise des standards techniques assez, très récents, et en plus, derrière, bon, bah, il va y avoir des hubs. Il OK, faudra juste intégrer un hub. En fait, d'accord. c'est d'une certaine manière un faux débat, parce que le vrai débat, c'est le modèle économique derrière, donc bien négocié. Mais en vrai, techniquement, c'est l'intégration d'une API, ce ne sera pas très complexe. Et normalement, derrière, en fait, ces wallets-là, ils doivent suivre les mêmes normes de les retours d'informations, c'est les mêmes normes techniques. Donc ça veut dire que, l'interface, c'est la même partout. Donc il ne va pas y avoir de divergence sur la façon, de collecter un nom, prénom, ou le format du nom, prénom. Alors il y a plusieurs questions, mais on va pas avoir le temps de répondre à toutes, je vois l'heure qui tourne. Je vais en prendre, une au hasard, celle de Loïc. Qu'est-ce qui est prévu pour le 24 décembre 2027 côté QuickSign? Est-ce que la plateforme acceptera nativement les wallets? Ah! On allait parler de Peut-être. QuickSign, hein, c'est parfait. Donc, bah, peut-être que c'est une question, pour le responsable produit. Mais effectivement, nous, notre but, c'est d'apporter, nous, un service d'onboarding. Nous, notre but, notre métier, c'est d'apporter, les outils qui permettent de faire de l'onboarding digital. Pas seulement, les wallets, pas seulement le NFC, pas seulement, le but, c'est d'orchestrer tout ça afin d'apporter, et aussi de mettre de la data pour comprendre où est-ce qu'il y a des blocages, voilà. Donc, Oui, parce que ce que tu me disais, c'est finalement, si on comprend bien, c'est qu'en fait, le wallet, ça va être un outil dans la boîte à outils de c'est un l'onboarding outil digital. exactement, parce que nous, Voilà. on se voit plutôt comme une marketplace dans lequel, là, aujourd'hui, on est connecté avec 45, notamment providers, sur certains sujets spécifiques, la LDFM, la signature, l'archivage, etc. Et là, on ajoute d'autres briques. On a déjà des wallets comme Itsme, voilà, qui sont pas notifiés, Itsme ou bien Speed. Ouais. Et derrière, on les met petit à petit. Donc voilà, donc c'est notre proposition de valeur, c'est ça. Donc le but, c'est de vous apporter ces Ouais, éléments-là directement. et j'en reviens à ce que tu disais sur les défis, mais du coup, vraiment le sujet, c'est d'arriver à toujours proposer des solutions de repli, ce qu'on appelle des fallbacks, parce que le wallet, c'est pas une fin en soi, en fait. Le wallet, c'est pas une fin en soi parce que l'usage, il va prendre du temps, avant de l'utiliser. Donc il faut toujours être sûr qu'on puisse avoir plusieurs propositions, plusieurs fallbacks, et que tout ça soit mesurable. Pour savoir les tendances, pour voir, les différentes tendances. Là aussi très utilisé, c'est les étapes où il y a le plus de taux de rejet. Enfin, par exemple, notamment les formulaires, on sait que dès qu'on demande quelque chose à un utilisateur, il va y avoir des boucles, ça va diminuer le taux de performance. Donc ça, la data aussi, on est très data centric, et vu on vient plugger plusieurs, third parties, bah, forcément la mesure est très importante.
Alors, je suis désolée, je vois que le temps passe. Il y a encore plein de questions et on a eu, des petits problèmes techniques en début de session qui nous ont, un petit peu fait perdre du Mmh. temps. On va être obligé de parler du mot de la fin. Donc là, l'idée, c'était tu nous as parlé déjà du rôle de QuickSign, comment on pouvait vous aider, vous accompagner dans cette transition, en fait, et IDES 2.0 e-wallet. Ahmed, ce qui m'intéressait, c'est si tu essaies de prendre une boule de cristal, voir, voilà, toi, le mot de la fin, c'est quelles sont tes projections? Quelle est ton opinion? Voilà, si tu fais une conclusion IDES 2.0, c'est une bonne chose. Il y a les défis qui entourent le e-wallet. Voilà, comment tu vois l'évolution de la réglementation dans le futur et comment il faut s'y Alors, préparer? si on regarde par rapport à l'historique, hein, là, on y est sur la vérification d'identité. Je pense qu'on a, heu, l'harmonisation, elle est là, Elle donc est c'est là, pas un sujet. Donc le vrai sujet, c'est l'automatisation c'est et ça. surtout, gérer la transition sur l'identité parce que, il y a le wallet, il y a le NFC, mais en fait, il va falloir gérer le fallback. Mais, les attributs, en fait, ça, c'est le gros point d'interrogation. S'il y a une évolution là-dessus, c'est déjà regarder les usages, il va falloir 10 ans d'usage pour voir ce qui bloque. Là, on ne sait pas comment est-ce que le consommateur va vraiment utiliser ça, si c'est vraiment performant ou pas. Et ensuite, potentiellement, il y aura des ajustements. Pour moi, en tout cas, sur la partie vérification d'identité signature, on est sur une harmonisation partout et l'enjeu, comment est-ce qu'on va automatiser tout ça? C'est vraiment, notre interrogation au quotidien, en tout cas chez Pixel. Si tu veux, dans le temps qui nous reste, je sais qu'il y en a sans doute qui vont devoir nous quitter parce qu'on avait prévu 45 minutes, de vidéo, mais on peut peut-être répondre aux Oui, questions qui manquent. Comme ça, de toute façon, ce sera disponible sur le replay qui sera, visible sur notre chaîne YouTube. d'accord. On a une question de Eddy. Quelle garantie a-t-on sur la sécurisation de ces wallets qui pourront faciliter les usurpations d'identité en cas de hacking? Alors alors, la garantie, alors déjà ces wallets-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout un règlement, il y a des règlements, dédiés à ces wallets. Ces wallets-là doivent respecter des normes, que ce soit, sur la norme de codage, c'est-à-dire il y a des, les providers de wallets, en fait, doivent faire auditer leur code et leur code, je crois, il doit être open source et les données, qui sont récoltées sont des données qui sont signées, c'est-à-dire elles doivent provenir d'une méthodologie de vérification d'identité qui soit c'est, l'État, en face à face, avec l'État, lors de la création de la carte d'identité qui va pouvoir l'activer, soit, c'est, via un onboarding qui doit être conforme TS 119 461, avec le niveau élevé. Donc, ce qui est aussi qui fait sujet, donc là, ça applique directement à QuickSign. Nous, d'ailleurs, on est en train de préparer, les audits pour pouvoir être certifiés sur notre produit Handipulp. Il y a donc là, on a tout un framework d'audit. Tous les ans, l'audit, c'est renouvelé tous les 2 ans avec tous les ans un audit de surveillance. Mmh. C'est-à-dire que du coup, on a la façon de régler ça, c'est, avec des audits, réguliers, que ce soit sur la partie, wallet ou sur la partie, vérification d'identité. Voilà, donc c'est globalement cette garantie-là de sécurité, c'est parce qu'il y a des auditeurs indépendants qui viennent toujours Oui, c'est contrôler ce prévu, qu'on fait. c'est organisé. Exactement, donc voilà, c'est via ce système de confiance qu'elle est établie. Il y a un commentaire de David concernant les UD Wallets. Ce sera une application spécifique par pays ou bien il y aura un ensemble d'applications autorisées ou pire, un ensemble d'applications disponibles dans les stores? Alors, donc ce que prévoit la loi, c'est au moins une application par pays. Donc, mais il y a rien qui empêche, enfin, il y a 3 moyens de faire des wallets, mais il y a rien qui empêche, en fait, d'avoir plusieurs wallets par pays. Mais, les wallets, potentiellement, il va pas y avoir le même type de données dedans. Donc oui, ça peut devenir compliqué, Oui, mais en même temps, je pense que ça va être résolu par des hubs. C'est-à-dire, je pense il y a peut-être une inquiétude, du côté de nos clients par rapport à ça, le fait d'intégrer. Il y a déjà des acteurs qui proposent des hubs, où en gros, c'est un seul bouton de connexion et l'utilisateur va venir mettre, son identité, va dire: «Bon, bah, je suis français» et ça va faire apparaître France Identité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a déjà une notion de notification en Europe. C'est-à-dire que pour les tiers de confiance qui ont le droit de faire de la signature qualifiée, on a déjà un framework de notification au niveau de la commission avec, les autorités de certification qui peuvent faire de la signature qualifiée et donc en fait, c'est déjà en soi un framework technique. Donc en gros, c'est possible facilement d'avoir les informations. Donc moi, je pense que, effectivement, ça peut être compliqué. Pour le consommateur, normalement, idéalement, il y en a qu'une seule, hein, par oui, pays. ce serait mieux. Voilà, nous, on a France ça va être France Identité, voilà, Mmh. ça va être France Identité, pour le service financier, en fait,
Voilà, c'est un bouton, se connecter avec son wallet et derrière, le hub qui va venir dans lequel on va venir chercher le pays, Ouais, et le consommateur qui se connecte directement. très clair. Heu Mais je comprends le l'inquiétude, ça parce qu'au début, c'était les je et il y comprends a 2 ans, l'inquiétude. c'était encore pire. On était encore, beaucoup plus loin d'avoir Oui, tous ces voilà, contours, tout à fait, oui. là, c'est Donc plus précis. Ouais. c'est plus précis. Il y a une autre question, Frédéric, est-ce que QuickSign va proposer son wallet? Ah non, nous, on va pas proposer nos toilettes. On va en intégrer, bien sûr, mais nous, on propose pas nos toilettes. C'est pas notre vision. Nous, en plus, on est, très, web centrique, c'est-à-dire que on se voit, en fait, comme une API, alors pour ceux qui connaissent le terme, que les services financiers vont venir consommer et on va, en fonction, du contexte, du type d'usage, plugger ou, enlever avec, nos techno BPMN, des providers. Soit, bon, bah, là, on va avoir aussi plusieurs branches. Là, il faut du NFC, là, voilà. Donc on se voit plutôt comme ça. Vraiment, notre métier, c'est l'entrée en relation, c'est aider les services financiers sur l'entrée en relation. Mmh. Et que ce soit que du début, vérification d'identité, jusqu'à l'archivage. C'est-à-dire, voilà, tout ça, il faut que ce soit, tout ce qui s'est passé lors de l'entrée en relation en ligne doit être modélisé dans un fichier de preuve qu'on va venir mettre, stocker chez un archiveur parce qu'on en a besoin 2, 3 ans après quand il y a devant un juge, quand, Bien voilà, sûr. voilà, exactement. Donc nous, notre métier, c'est tout ça. C'est pas aujourd'hui, le sujet, c'est le wallet, tout le monde en parle, mais hier, c'était la signature, c'était les modalités de vérification d'identité. Donc bon, voilà, on s'est positionné, pour nous, on n'a pas à offrir de wallet, mais par contre, on va proposer des wallets et comme je disais, on pense qu'il en faut un seul par pays. Donc on espère que France Identité proposera plusieurs attestations et voilà. Si vous nous entendez. J'espère qu'ils Heu, m'entendent parce que je dis que des choses intéressantes. une autre question de Michel. Vous pensez qu'en matière KYC, avec l'avènement de AMLR, où Mmh. il Ah, faudra on en a parlé. identifier et authentifier les bénéficiaires effectifs, est-ce que l'ID Wallet nous aidera? Oui, alors ça aidera, mais c'est l'usage. Effectivement, on n'a pas parlé de la MLR parce Bah qu'il y non, a dommage, mais on a parce qu'il y été un avait peu une perturbés. convergence également avec la juillet, été 2027, il y a la convergence entre AMLR et eIDAS. L'AMLR qui va simplifier, enfin, en fait, ce qu'on fait sur eIDAS avec la TS 119/461, c'est-à-dire harmonisation des règles de vérification d'identité, bah, l'AMLR va venir apporter une harmonisation des méthodes et des collectes, des différentes collectes des données partout en Europe, donc ce ne sera pas spécifique par pays, hein, voilà, avec les différentes, la BaFin, la CPR ici. Donc est-ce que ça va aider? Oui, ça va aider, mais l'usage fait que ça va prendre du temps. Mais c'est sûr que, hem, dans 10, 15 ans, ça va être beaucoup plus simple d'ouvrir un compte avec son wallet, c'est sûr. Et je crois que la dernière question, c'est celle de Barbara. Quels seront les verrous mis en place pour éviter les fuites de données? Alors, bah, du coup, donc je reviens à étape 1, donc on avait dit, donc déjà la base, c'est la sécurité. Les fuites de données, ce qui est sur le wallet, donc ce qu'on partage au wallet, donc en fait là, on maîtrise beaucoup plus en tant que consommateur ce que je vais partager avec un service financier ou quoi, parce qu'il y a un mécanisme de, je dois autoriser sur mon appli. C'est-à-dire moi, quand je vais voir mon appli France Identité, hein, je prends France Identité parce que bon, déjà je l'ai et donc c'est, dans un contexte français, c'est plus facile à dire. En gros, je vais dire: «Voilà, j'ai telle, entité, soit bancaire ou pas, qui veut accéder à telle donnée». Donc moi, en tant que consommateur, je sais ce que je partage. Alors qu'avant, en fait, on me dit moi, ma banque, là, je suis sur un crédit IMO. Bon, bah, j'ai un fichier zip de je sais pas combien de mégas dans lequel j'ai toutes mes pièces d'identité, mon livret de Ouais, famille, ouais, bien sûr. toute mon information. Donc si ce document, fuite, je ne sais pas dans quel cadre, est-ce qu'ils vont le supprimer ou pas, j'ai beaucoup moins d'assurance et en plus, parfois, on partage plus que nécessaire. L'avantage du e-wallet, quand on l'aura, c'est par exemple, supposons qu'on a besoin de, alors il y a des débats sur interdire les réseaux sociaux, alors oui ou non, je vais mettre ça de côté, mais par contre techniquement c'est, j'ai pas besoin d'aller demander la pièce d'identité, de quelqu'un pour savoir s'il est adulte ou pas. J'ai besoin d'aller interroger, le wallet sur la date de naissance et en Mmh. ayant la date de naissance, j'ai l'âge et donc j'ai juste besoin de cette information au lieu de partager toute la pièce d'identité. Oui, Donc ça, c'est à mon sens, avec le framework de sécurité qui fait des audits, tous les ans ou tous les 2 ans sur le wallet et sur les méthodes de vérification d'identité, plus la minimisation des données qui sont partagées, on réduit la surface, on appelle ça la surface d'exposition aux attaques et donc on réduit le risque oui.
de fuite de données. Et ça, c'est l'expert cybersécurité Voilà. qui vous le dit. En tout cas, oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Et on a une dernière question, après on s'arrête. On aimerait bien vous garder toute la journée, mais il faut qu'on s'arrête. Aurélien qui nous demande: «Quelles répercussions dans les process back office de contrôle pour les acteurs bancaires?» Alors, bah, aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, en fait, avec le wallet, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il peut y avoir un process dans lequel il faut, faire afficher la pièce d'identité, afficher, les justificatifs et les contrôler à la main. Nous, on a un service interne qui fait ça, qui s'appelle le FEB, donc dans le cadre d'Adipel, Fraude ou expert Fraud Expert bureau. Bureau, dans lequel, en fait, on a tout un tas de procédures en fonction du pays d'origine. La promesse aussi du wallet et aussi de la NFC, c'est de dire, on se base sur, une identité, qui est certifiée. Donc en fait, les contrôles, vous allez avoir dans votre back office, heu, vérifiés via, intégration du wallet européen ou vérifiés via NFC. Et donc en fait, c'est, tout ce temps-là où votre back office devait vérifier la pièce d'identité, en fait, il n'aura plus à le faire. Mais du coup, il y aura toujours le point d'interrogation sur, les différentes pièces justificatives. Ça, honnêtement, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais par contre, sur l'identité, c'est une promesse de diminution. Diminution de la charge de contrôle humain et qui aussi potentiellement est un facteur de doute. Donc, il peut y avoir soit une augmentation du risque de fraude, soit une diminution des performances dans le parcours d'onboarding. Donc voilà, donc ça, c'est cette promesse-là d'automatisation sur laquelle on revient tout le temps. Merci Ahmed. Bah, merci à toi. Tu as déjà fait une petite conclusion tout à l'heure, mais si on doit retenir 2 messages clés, en gros, l'harmonisation, elle est là, elle est déjà en cours, ça va s'accélérer cette année. Le prochain défi, c'est sur l'automatisation qui induit l'instantanéité. On pense notamment au financement, par exemple, hein. Ça, c'est la promesse derrière le wallet, qui n'est pas sans défi, comme on l'a dit. Et donc, il y aura toujours besoin de prévoir des solutions de repli, de fallback, pour faire en sorte que le parcours d'onboarding digital se passe bien. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être restés aussi Merci. nombreux jusqu'à la fin. Merci. Merci beaucoup. On vous prépare le replay et une prochaine session à venir au mois d'avril, qui ne Oui, sera pas avec Ahmed ouais, cette fois-ci. merci Merci à à vous. vous. Bonne journée. Au revoir.